En France, par exemple, eh bien, c'est vraiment un échec du dépistage des enfants maltraités. Vous savez qu'en France, les médecins, les psychologues ne repèrent que 5% des enfants maltraités. 5%. C'est-à-dire que les psychiatres, les médecins français, les infirmières, etc., ne sont pas formés à dépister les enfants maltraités. Je ne pense pas, je suis allé à Ouaga, comme vous le savez. Une petite nuance. Oui, Je pense que les médecins, ils repèrent bien plus que 5% des enfants maltraités. Ils le savent qu'ils sont maltraités. Par contre, il n'y a que 5% des signalements. Ce n'est pas et pareil. Ils savent qu'ils sont maltraités, mais ils disent, bon, c'était qu'une fois. Et donc, il y a des mécanismes défensifs de la part des professionnels pour c'est ne exact. pas signaler. Notamment l'idée reçue qu'après, si on signale, ça pourrait être pris pire s'il se trompe. C'est exact, c'est Fausse exact. idée. Ça peut pas être très pire. Et au pire, hein, s'il se trompe, on dirait tant mieux. Il n'y a pas de maltraitance, mais au moins, il y a une enquête et on a mis les choses au bon endroit. Exact, exact. En tout cas, ils ne signalent pas, ils minimisent, et il y a beaucoup de théories qui entretiennent le déni. Énormément, énormément. En France, par exemple, il n'y a pas beaucoup d'études sur la maltraitance. Si vous voulez devenir maître de conférence ou professeur à jour, faire une carrière universitaire, si vous faites une étude scientifique sur la maltraitance, elle n'est pas bien notée. Alors, c'est à nous de repérer ça, essentiellement par les comorbidités, en y pensant et en posant des questions à l'enfant. Mais poser des questions à l'enfant, ce n'est pas pareil que poser des questions à un adulte, on verra. Ah, c'est vrai. Il y a une technique pour poser des questions aux enfants. En France, comme dans tous les pays, je vais faire un peu vite, dans tous les pays, il y a 10% d'enfants maltraités, gravement maltraités. Ce sont des études internationales. Il y a aussi beaucoup de violences sexuelles, certainement que vous pensez à Faso. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de théories anti-victimaires, c'est-à-dire des théories qui nous empêchent de réfléchir et de dépister ces enfants. En France, dans les divorces, on a un syndrome d'aliénation parentale qui n'existe pas, j'espère, au Burkina. Mais en France aussi, on parle de faux souvenirs, on parle des pièges du soupçon de l'inceste. Il y a un psychiatre français qui a écrit un livre, Le piège du soupçon de l'inceste. Selon lui, si un médecin, un psychologue soupçonne l'inceste et qu'il fait un signalement, même s'il n'y a pas eu inceste, les conséquences seront aussi graves. Vous voyez ? Ah ouais. Et puis, il y a aussi la fameuse résilience. Vous verrez, la résilience, ben, écoutez, ce n'est pas bien grave que les enfants soient maltraités parce qu'ils oublient. Et puis surtout, la résilience va faire son travail comme par magie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de théories, y compris l'hyperactivité. Parce que nous autres médecins, nous aimons un joli nom, hyperactivité, un traitement, la Ritaline, et on ne va pas chercher s'il y a de la maltraitance derrière tout ça. Ouais. On est content. Moi, vous savez, il y a 20 ans, il y avait en France la spasmophilie, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, tous les gens qui étaient un peu anxieux, ils étaient spasmophiles, on avait un joli nom, et puis on avait un traitement, c'était le magnésium. En fait, la spasmophilie, ça n'existe pas, c'est un trouble de conversion histrionique, quelque chose comme ça. Ouais. Il y a une étude américaine très, très importante qui s'appelle ACE Study, la voici. Et cette studie, elle étudie les conséquences à long terme des traumatismes répétés vécus dans l'enfance. Là, vous avez une personne qui a subi 4 événements traumatiques dans l'enfance. Ce n'est pas beaucoup, 4. Et les chiffres s'aggravent plus on a vécu d'événements traumatiques. Alors, vous voyez, aux États-Unis, mais c'est pareil en France, on l'a fait dans tous les pays. Vous pourriez la faire au Burkina parce que l'OMS aide les gens à faire cette étude. Retenez-le, c'est intéressant. En tout cas, en Occident, une personne qui a été maltraitée a 2 fois plus de risque d'être hypertabagique. Il a 5 fois plus de risque de faire une dépression importante. Il a 12 fois plus de risque de faire des tentatives de suicide, 8 fois plus de risque d'être alcoolique, etc., etc. Et même des maladies comme certains cancers, comme évidemment la toxicomanie, etc. Donc, la maltraitance
infantile est corrélée à vraiment beaucoup de problèmes physiques, pas psychiatriques, physiques, mais psychiatriques aussi évidemment. C'est très 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 important à savoir parce que ça pourrait inciter les médecins généralistes à prendre ça au sérieux, plutôt que de dire bon bah c'est pas notre problème, c'est le problème du psychiatre ou c'est de la médecine sociale, nous on est là pour soigner la tension et je sais pas quoi, etc., etc. Voilà. Et vous voyez, les enfants qui sont exposés à la violence des parents, et ça, donc, Susana, elle connaît ça par cœur, parce que dans sa consultation, elle voit beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont confrontés à la violence des parents. Il y a un livre, par exemple, du docteur Berger, avec qui je travaille, qui montre que les conséquences sont absolument épouvantables. Alors, quelques chiffres qu'il nous dit, vous allez recevoir le diaporama, hein, Pascaline va le distribuer, hein. Mais 69% des mineurs qui commettent des violences gratuites ont été confrontés à la violence conjugale. Dans une consultation de psychiatrie, eh bien, il y a 14% des adultes traumatisés qui ont vécu des violences des parents. Donc, c'est absolument monstrueux. Au Québec, 20% des signalements proviennent d'enfants qui sont témoins, on ne dit plus témoins maintenant, qui sont victimes de la violence des parents. C'est presque plus grave d'être victime, enfin d'être confronté à la violence des parents que d'être soi-même maltraité. Qu'est-ce que tu en penses, Mademoiselle Chavez? Bah, c'est le cas. Dans la clinique, on observe que des enfants qui ont été en présence, qui ont vu leur père maltraiter leur mère, présentent de troubles de comportement, des passages à l'acte très violents à l'école. Et ça s'explique parce que le lien d'attachement principal, c'était souvent avec la mère, et une fois que la figure principale d'attachement est victime, l'enfant perd tout repère. C'est comme si ce qui pouvait le contenir à un moment donné éclatait, et donc il va avoir beaucoup de passages à l'acte, et on l'observe le plus souvent à l'adolescence. Exactement. Diapositive suivante, s'il te plaît. Voilà, donc c'est une vignette clinique d'ailleurs que Susana m'avait confiée. C'est une petite fille qui semble aller relativement bien. Et un jour, alors qu'elle regardait la télévision, elle a expliqué que son papa lui avait fait des choses qu'il ne fallait pas. La mère est allée porter plainte et la mère a été perçue comme une mère manipulatrice, trop fusionnelle avec sa mère, comme on le voit très fréquemment en France. En France, quand une maman a l'impression que son compagnon a violé, agressé sexuellement leur enfant, surtout s'il y a un divorce ou un problème de droit de garde, ce n'est pas le cas évidemment au Burkina, mais souvent la mère est perçue comme manipulatrice, c'est presque la règle. Donc on voit que là, il y a beaucoup de formations à faire pour les médecins. Un commentaire de Christine? Oui, ce que je peux dire, c'est que en France maintenant, c'est un petit peu passé dans les mœurs, c'est-à-dire que dès qu'un enfant se plaint de mal de ventre, qu'il y a des cystites, des pipis, des machins, etc., on doit tout de suite être extrêmement vigilant parce qu'effectivement, ça se manifeste principalement un gosse. Alors nous, on a des infirmières scolaires, hein, mais au collège, un gosse qui va passer son temps à se plaindre d'histoires autour de la sphère génitale, au-delà des questions d'adolescence, on devra toujours vérifier s'il n'y a pas quelque chose dans l'enfance qui vient expliquer l'étiologie psychologique de ces mots dans le corps. Je suis assez d'accord avec ce que tu racontes, Gérard. D'autre part, il y a quelque chose, moi je me souviens d'une expertise d'une petite de 4 ans qui avait été incestée par ses parents, qui avait introduit des cuillères, des manches de cuillères et de couteaux dans le vagin de la petite. C'est une famille incestueuse à tous les niveaux. Et ça avait été très compliqué parce qu'en fait, ce qui prenait le devant de la scène, pour reprendre des histoires de figures d'attachement d'Asusana, c'était les disputes des parents.
Donc, on me demande d'expertiser la petite. J'ai une façon d'interroger qui fait que la petite ne me parle pas forcément de trucs sexuels, là où elle en avait largement parlé avec la police, la famille d'accueil, l'ASE, etc., l'aide sociale à l'enfance. Et le juge dépité me dit « Mais elle vous raconte rien de sexuel, elle raconte ça à tout le monde. » Ben non, parce qu'elle était envahie par les scènes parentales et qu'elle était régressée sur des questions de dispute. Et ce dont elle me parlait, c'était son papa qui tirait dans les murs avec son fusil. Voilà, les films d'horreur qu'il faisait regarder avec le feu qui s'échappait des mains. En fait, c'était des angoisses de mort liées aux conflits parentaux. Hein, donc, parfois, les deux sont complexes. Et pendant 6 mois, elle m'a surtout parlé de ça. Et quand elle a pu me parler de la violence parentale pendant 6 mois, son développement a repris, ses dessins sont redevenus des scènes avec des familles qui faisaient des trucs alors que j'avais des loups tout noirs, gribouillés, effacés, etc. Et quand le développement a pu reprendre, qu'elle a pu me parler d'un attachement amoureux à un petit de l'école maternelle, alors elle a pu me parler de ce qu'avaient fait les parents. Hein. Donc vous voyez à quel point ça peut aussi se complexifier. Dans les affaires de violences sexuelles, on a souvent tendance, et ça aux assises, je le fais remarquer régulièrement, nous à être obsédés par des affaires sexuelles. Parfois, sur les violences parentales, il y a surtout des vraies angoisses de mort qui prennent le devant de la scène. Voilà comment je voulais compléter un peu ce que tu disais. Parfait. C'est parti. Voilà. Donc, en France, vous voyez, pour vous montrer combien on est dans le déni de la maltraitance, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous le coup des parents, et des études montrent qu'il y a plus d'un enfant par jour qui meurt sous le coup des parents, plus d'un enfant par jour, et personne n'est au courant, tout le monde veut oublier ce chiffre épouvantable. On parle des homicides sur les femmes, mais on parle très rarement des homicides sur les enfants. Alors c'est surtout les tout nouveau-nés qui sont tués, qui ne sont pas acceptés. Dans le temps, en France, on les jetait aux cochons. Il n'y a pas de cochons au Burkina, mais bon, on les jetait aux cochons. Maintenant, parfois, on les met dans les congélateurs. C'est comme ça que des fois, on trouve dans un congélateur, je ne sais pas combien de fœtus qu'on a conservés. On se demande pourquoi. Voilà. Donc, vraiment, un grand, grand déni de la maltraitance faite aux enfants, dont la maltraitance sexuelle, c'est ce que tout le monde vous dit, c'est ce que vous a dit Azucena, c'est ce que vous a dit Christine. Diapo suivante. C'est parti. Voilà. Voilà. Donc, le déni de la maltraitance, l'idéologie du lien familial. Et ça, c'est exactement pareil au Burkina, c'est partout. La famille, c'est l'endroit où on est bien, où on est aimé, où on est chouchouté. Ce n'est pas vrai, mais cette idéologie-là est très importante. Et je vous ai parlé de toutes les théories anti-victimaires, mais là, vous voyez une grande manifestation en France, c'était contre le mariage pour tous. Parce que pour qu'un enfant se développe bien, il faut absolument qu'il y ait un papa et une maman. Bien sûr, c'est l'idéal, un papa et une maman. Mais quand on touche à la famille, il y a des millions de Français qui descendent dans la rue, surtout d'ailleurs les catholiques. Voilà. Diapositive suivante. Alors là, il faudrait l'animer. Moi, je ne sais pas l'animer, mais tant pis, je vais vous expliquer. Vous voyez que la fameuse résilience. Alors en France, maintenant, tout est la résilience. Le gouvernement a créé 10 centres de psychotraumatologie, c'est formidable, mais on les appelle de psychotraumatologie et de résilience. C'est quoi la résilience? La résilience est quelque chose qui existe et elle a été inventée par les anglo-saxons parce qu'on ne peut pas mettre un psychiatre, un psychologue derrière tous les enfants maltraités à Gaza, etc., etc., etc. Donc la résilience, c'est essentiellement pour trouver des facteurs externes. Et ça, évidemment, au Burkina, ça fonctionne très bien. La communauté, quand on est autour, quand on crée du lien social, c'est merveilleux. Mais le problème de la résilience, quand elle n'est pas bien comprise, c'est qu'on a l'impression que quand on tape sur un petit canard, ça va devenir un signe majestueux. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et c'est ce que le public a retenu.
il a retenu que maltraiter un enfant, c'était peut-être pas très grave, parce que grâce à la résilience, eh ben, il allait s'en sortir. Alors ça, c'est Boris Cyrulnik, au début, qui n'avait rien compris. Il avait écrit un livre qui parlait d'un merveilleux malheur, comme si un malheur pouvait être merveilleux. Et après, il a écrit un bouquin qui s'appelait Le vilain petit canard, parce que quand on tape sur le petit canard, il devient un cygne. Parce que lui, il avait l'impression que, étant maltraité quand il était petit, c'était un enfant caché de la guerre, il était devenu un grand savant. Bon. Donc, il n'avait pas bien compris ce qu'était la résilience et il a fait beaucoup de mal. Il a compris maintenant. Il a même compris que lui-même était malade. Il a écrit un livre, il nous a dit dans un colloque à Madrid qu'il était incapable de ressentir des sentiments. Donc, vous voyez, il faut faire très attention à ce concept. Mais la résilience veut dire que quand on crée du lien social autour d'un enfant maltraité, quand la communauté villageoise, par exemple, soutient un enfant, quand il a un tuteur de résilience, quelqu'un qui l'aime, un grand-parent, la famille élargie à l'africaine, etc., ça aide. Et ça, pour le terroriste, c'est absolument évident que si la communauté fait lien et aide l'enfant, eh bien, il va s'en sortir beaucoup mieux. Et d'ailleurs, les conséquences psychotraumatiques après un événement unique comme un acte de terrorisme dépend beaucoup de la façon dont les parents vont réagir. Si les parents sont contenants, si l'enfant est élevé dans de bonnes conditions, normalement, il va réagir assez bien. Des commentaires de nos spécialistes femmes, là? Ouais. Ou de l'un d'entre vous? Pas de commentaires. Bon, alors, méfiez-vous de la résilience, mais sachez quand même que le lien social, c'est un facteur très important pour mieux rebondir. La diapo suivante. Oui. Il faut, c'est en un mot, la résilience, il ne faut pas l'entendre comme étant un état, c'est un processus. Donc, on n'est pas né en étant résilient, c'est tout un processus par lequel voilà, face à une situation compliquée, on pourrait en faire quelque chose d'autre. Mais pour en faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire pour sublimer, pour transformer un malheur, il faut avoir des ressources intérieures et extérieures. Et ces ressources intérieures se construisent dans le temps grâce à la famille, grâce à la société, grâce à... Oui, je suis d'accord avec Azucena, mais c'est difficile de changer quelqu'un. Et c'est pourquoi la résilience, ce concept a été inventé, c'est parce que comme c'est difficile de changer quelqu'un, on a cherché des facteurs externes. Voilà. Mais c'est vrai, évidemment. Donc, je peux intervenir là? Oui. Voilà, c'était pour savoir si la résilience, bon, ça vient d'elle-même. Elle vient d'elle-même, cette résilience. Elle vient de? Il y a des facteurs... Oui, il y a beaucoup de facteurs. Alors, il y a des facteurs internes, bien sûr. Oui. Par exemple, certains, le sens de l'humour. Oui. Quelqu'un qui a le sens de l'humour réagit mieux. Mais le sens de l'humour, excusez-moi de vous dire que c'est difficile à apprendre. On l'a ou on ne l'a pas. Tout à fait. Voilà. Vous comprenez? Alors, un grand égoïste s'en sort mieux. Ce n'est pas forcément très bien. Et par exemple, on a pu constater dans les camps de réfugiés que les enfants victimes d'inceste qui avaient l'illusion d'être aimés réagissaient mieux que les autres. Vous voyez, c'est... Hein? Oui, et puis, est-ce que vous m'autorisez, mais par exemple, sur la résilience, il y a une partie adaptative et quelqu'un qui a des défenses très rigides, si les défenses ne sont pas débordées, ça va le protéger, mais si elles sont débordées, il va exploser en vol. Exactement. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Des défenses rigides protègent, parce que voilà, mais c'est comme l'histoire du chêne et du roseau, c'est-à-dire que si à un moment elles sont débordées, la personne décompense. Donc c'est un processus complexe. Comme tout processus adaptatif, on parle du terrorisme. Là, je sors d'une séance, je n'ai quasiment aucun de mes patients de cabinet qui va bien, parce qu'ils ont tous été mignons pendant le Covid. Ils se sont adaptés, ils ont été résilients. Aujourd'hui, je n'ai quasiment pas un seul de mes patients de cabinet qui ne soit pas en train de se défaire. Voilà. Comme donc, pour le terrorisme. Voilà. Et si j'ose dire, Christine, tu es un facteur de résilience.
Tout à fait, bah, ils reviennent me voir. Voilà. Ça fait 4-5 mois qu'ils ne m'ont pas vu pour certains. Et la première C'est chose un facteur de résidence. C'est un c'est tuteur. ils courent au cabinet. Hein. C'est un facteur externe. Tout à fait. Oui, donc, Voilà. donc, ça veut dire qu'il faut même une très bonne prise en charge. Par exemple, Voilà. Mais oui. Voilà. Par exemple, je ne les ai pas poursuivis, hein, comme pour le terrorisme et le psychotrauma. Je n'ai pas poursuivi les patients parce qu'ils ne venaient pas. Je leur ai laissé gérer ceux qui m'ont appelé. J'ai fait des propositions, mais je n'ai pas imposé aux gens de venir. J'ai laissé les gens, j'ai pas fait oulala, vous allez aller très mal, hein. Mais je savais qu'ils allaient pas bien et en même temps, je pouvais pas provoquer. Mais les chez psychotraumatisés, Voilà. ce ne sont pas des névrosés. Voilà. Et souvent, il faut les relancer discrètement, rien que pour montrer qu'on est là. Voilà, tranquillement. Alors qu'un névrosé, évidemment, on ne le fera jamais. Jamais on va relancer un névrosé. Mais un psychotraumatisé, on peut lui dire « je suis là ». Qu'est-ce qui se passe? Discrètement, hein, pas faire le forcing pour qu'il revienne, pas pour… Vous avez la réponse, hein. Les gens vous disent « je sais bien qu'on est au mois d'août, mais… » Je dis « vous pouvez venir ». Voilà. Hein, ça se fait en douceur. Ça se fait en douceur. Voilà. Mais pour ne pas induire, hein, c'est toujours dans le thème du psychotrauma. Voilà, je veux dire, si les gens ont des défenses psychiques, ils estiment qu'ils tiennent. Et puis tout simplement aussi, les victimes de maltraitance sont sous l'emprise souvent d'un agresseur qui lui dit de tout. Alors à nous, il ne faut pas qu'on leur de les remettre dans une situation d'emprise. Oui, voilà. oui. C'est ce que je veux dire. Allez, diapositive suivante parce que le temps tourne. C'est parti, voilà. La diapo. Ah, oui, ça y est. Bon, la recherche qui ne marche pas, c'est évident. En France, c'est un problème tabou. Diapositive suivante. Voilà. Donc, le monde psychique de l'enfant confronté à la violence conjugale, qui est extrêmement fréquente partout dans le monde, autrement dit, évidemment, au Burkina aussi. Il y a toujours une place, en fait, pour l'enfant. Hein. On donne à l'enfant une place et cet enfant est logé dans la place qu'on lui accorde. Et quand il y a violence conjugale, l'enfant est délogé de son monde, le monde d'enfant, et donc l'enfant va endosser des rôles qui le dépassent complètement, même si sur le moment, ça lui donne l'impression de gérer. C'est une pseudo-gestion. Donc, il peut devenir le petit parent, donc ou le parent, ou l'enfant confident de la victime, confident de l'agresseur, le petit agresseur aussi, hein, des enfants qui sont très bagarreurs parce que c'est comme ça, hein, c'est la loi du plus fort hein, et c'est papa qui le met en œuvre, ils font pareil. Ou bien un enfant modèle qui pense qu'en étant très bien, excellent à l'école, excellent à la maison, il va éviter qu'il y ait des disputes. Alors, c'est évident qu'un enfant qui endosse tous ces rôles-là, hein, alors ça peut être deux rôles, hein, ça peut être le petit parent et à la fois l'enfant modèle. Donc, ça va être un enfant qui va garder dans l'esprit les dates de rendez-vous de la mère. J'ai déjà vu ça en consultation. Je donne par exemple le rendez-vous à la mère pour qu'elle vienne avec son enfant. Elle est en train de noter. L'enfant lui dit « Non, maman, ce jour-là, tu as rendez-vous avec l'assistance sociale. » Alors que c'est des enfants de 7 ans, 8 ans, très, très jeunes. Et donc, c'est des enfants qui essayent de contenir, qui essayent de protéger un des parents. Ça peut être la victime, mais ça peut être aussi l'agresseur. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand un enfant protège l'agresseur, il s'allie à la figure parentale qu'il considère étant la plus forte. Et il a peur, ça le culpabilise beaucoup en même temps, hein. Ça dépend de l'âge de l'enfant, mais le fait de s'allier à cette figure qui peut être tyrannique, c'est pour se protéger lui-même. Et puis, n'oublions pas que le parent agresseur peut être aussi très manipulateur. Donc, au moment où il va exercer des violences envers sa femme, il va toujours justifier. Et l'enfant intègre
qu'il y a toujours une cause pour la violence. Et du coup, bah, il va être toujours en lien avec le père pour agresser la mère. Alors, il y a un autre point qu'il est important à développer, c'est l'idéalisation des parents. Plus le parent est inadapté, plus l'enfant va avoir tendance à idéaliser ses parents. Pourquoi? Parce que l'enfant a besoin de ce monde imaginaire pour pouvoir survivre. Vous imaginez bien qu'un enfant de 5 ans, 4 ans, qui dépend encore de ses parents, bah, ne pourra pas survivre, en tout cas psychiquement, s'il n'a pas à côté une image qui adoucit un petit peu la terreur qu'il vit tous les jours. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, par rapport à l'idéalisation des parents? Alors, c'est bon. Ok, c'est bon. On peut continuer. Il y a un mécanisme défensif qui a été expliqué par Ferenczi, qui c'est l'identification à l'agresseur. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste en incorporer l'imago, l'image de l'agresseur. Comme une façon de l'effacer, c'est de l'incorporer. Comme s'il fallait dévorer cette image. L'enfant incorpore l'image de l'homme, ou ça peut être aussi une femme, violent. Il s'identifie à l'agresseur et donc il va avoir des passages à l'acte. En général, ça, on l'observe beaucoup à l'adolescence, mais ça peut être aussi à l'école, des passages à l'acte avec soit des enfants de leur même âge ou même avec une figure d'autorité. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mécanisme de défense? Oui, c'est un mécanisme défensif. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, on les retrouve en prison plus tard, ceux-là, puisque pour eux, l'agression, c'est un mode habituel de gestion des conflits. Donc, mais l'identification, là, c'est presque une tautologie, l'identification de l'agresseur. L'enfant s'identifie à un des parents. C'est évident. Donc, l'enfant, il peut s'identifier aussi à la victime. Et là, vous savez, absolument, qui s'identifie à la mère victime. Ça peut être aussi un garçon qu'une fille. Là, il n'y a pas une question de genre. Et c'est des enfants qui sont harcelés à l'école ou bien qui sont tout le temps victimes de quelqu'un. On ne m'aime pas, j'ai plus de copines, j'ai pas de copains, la maîtresse ne m'écoute pas. Vous voyez? Et puis, les enfants qui passent à l'acte à l'école, souvent, quand je les interroge, je leur demande, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Je demande ça parce que la plainte de la mère, c'est, mais il est agressif. Donc, quand je demande à l'enfant qu'est-ce qui se passe, il me dit, mais je me défends parce qu'on me cherche. Donc, l'enfant, il voit dans le regard de l'autre, quelque chose de très menaçant. Vous voyez? Et finalement, il reproduit ce qu'il vit à la maison. Exactement. La menace, elle n'est pas, il n'y a pas de menace à l'extérieur de lui, mais cette menace, elle est intériorisée. Et dans le regard de quelqu'un, ça peut être un enseignant ou un camarade de classe, il va trouver l'agression. Oui, d'ailleurs, dans le livre de Maurice Berger sur les actes de violence gratuits, c'est exactement ce qu'il explique, évidemment. Allez, diapositive suivante. Vous pouvez poser des questions. Donc, les styles d'attachement. Les styles d'attachement, ça c'est très important. Les enfants maltraités ont des attachements désorganisés. Et l'attachement désorganisé, c'est vraiment le prototype bientôt des personnalités borderline, etc., etc. C'est quelque chose de très, très, très compliqué. Vous avez les chiffres là. Donc, vous voyez, 28% des enfants de familles à problème ont un attachement désorganisé, 54% des enfants de mères gravement déprimées et pauvres, et 82% des enfants maltraités ont des attachements désorganisés, qui sont extrêmement, extrêmement graves. J'ai une diapo après. Voilà. Donc, la diapo après, puisqu'on va passer là-dessus, vous les aurez, les diapos. Vous voyez, donc l'attachement sécure, eh bien, normalement, 55% des enfants
Ce sont des enfants qui ne sont pas perturbés par la séparation, qui se laissent réconforter par une personne étrangère bien différenciée de la mère et qui, quand la mère revient, il n'y a pas de problème. Insécure évitant, c'est totalement différent. Insécure résistant, etc. Mais surtout, rappelez-vous, l'attachement insécure, désorienté ou désorganisé qui est source de beaucoup de problèmes psychologiques. Les services de psychiatrie sont engorgés de personnes qui ont ce type d'attachement qui parfois passent pour des psychotiques. Christine, oui, ça, de toute façon, le DSM a vraiment majoré ça. Et si vous baladez dans un service d'intra, vous les voyez, ces patients qui, toutes les 2 minutes, demandent leur cigarette, leur sortie, leur machin, sur un attachement extrêmement adhésif. Il suffit de passer 10 minutes dans un service d'intra pour voir tous ces gens égarés au sein de la psychiatrie qui sont dans une demande de lien permanente. Ils persécutent les équipes à longueur de journée sur des demandes. Sur des demandes, hein, oui, où il faut… Alors, moi, je bénis les équipes, parce que dans les services où ça marche bien, si c'est demandé 10 fois dans le quart d'heure, il y a une réponse. Il y a une réponse calme, il n'y a pas d'indifférence. Ah, ça y est, me voilà. Bah, tiens, tu veux un chien, voilà. Voilà. En voilà un. Regarde. 2, 3, 4. En voilà. Il est où l'autre? Voilà, 3. Et les autres sont en train d'aboyer. Pourquoi il n'y avait pas de névrose traumatique? Je vous l'ai dit, c'était la théorie de l'après-coup. Il faut attendre les années 80 pour qu'en Amérique, il y a des enfants qui ont été enlevés par des preneurs d'otages qui exigent une rançon. Les autorités ne veulent pas donner de rançon. Ils enterrent les enfants dans une carrière en Californie. Les enfants, Dieu merci, réussissent à sortir de cette carrière. Il y a une psychiatre très connue qui s'appelle Léonore Terre qui les prend en charge et qui a la surprise de voir que les enfants ont des troubles psychotraumatiques alors qu'ils sont dans la période édipienne, donc pas dans l'après-coup. Et les parents n'étant pas là, ce n'est pas l'angoisse des parents qu'ils reproduisent. Donc, c'est l'événement traumatique lui-même. Quand elle parle de ça à l'Association américaine de psychiatrie, personne ne la croit. C'est pourquoi il faudra attendre le DSM-3, R, je crois, pour que l'on commence à envisager que les enfants présentent des troubles de stress post-traumatique. Et dans la dernière version, le DSM-5, là, eh bien, il y a un trouble spécifique de l'enfant de moins de 6 ans. Donc, on aura mis des années à reconnaître que les enfants peuvent présenter un trouble de stress post-traumatique. Alors, il n'est pas tout à fait comme celui de l'adulte, parce que le syndrome intrusif, vous savez, les adultes, ils repensent, ils revoient en images, en des sons, etc., etc. Ils revivent les choses. Les enfants, ils les jouent. On appelle ça des jeux traumatiques. Et la différence entre un jeu traumatique et un jeu normal, c'est que quand un enfant joue, il prend du plaisir. Quand c'est un jeu traumatique, il est plus ou moins dissocié et il ne fait que répéter ce qu'il a subi. Par exemple, je me souviens un jour, on avait été dans une école parce que les enfants avaient appris que la mère avait tué son enfant et elle s'était suicidée. C'est ce qu'on appelle un suicide altruiste. Eh bien, les enfants n'avaient plus confiance évidemment aux adultes, parce que c'est bizarre qu'une maman puisse tuer son enfant, et ils jouaient à se tuer eux-mêmes. Donc, ce sont des jeux traumatiques. Pareil pour les dessins. Ils reproduisent en dessin la scène traumatique. Ils ne s'amusent pas, ils reproduisent la scène traumatique. Les cauchemars de répétition ne sont pas aussi clairement traumatiques chez l'adulte, mais c'est des choses terrifiantes. Voilà. Et les conduites d'évitement, parce que le trouble de stress post-traumatique, c'est essentiellement donc des intrusions où on revit les choses là, par le jeu, on l'a vu, et les conduites d'évitement peuvent concerner tout ce qui, comme l'adulte, rappelle ou symbolise l'événement traumatique, notamment les soins corporels, les examens médicaux, etc. Est-ce qu'Azucena a quelque chose à dire là-dessus? Non, c'est complet. Hein, c'est ça.
Comment ça, oui. Donc, ça, c'est le trouble de stress post-traumatique chez Sur l'enfant. l'enfant. Peut-être Mais- moi, je veux rajouter un truc, Oui. c'est qu'en général, ça vient rencontrer le moment de développement de l'enfant, c'est-à-dire la fixette du symptôme. Alors, il y a les investissements libidinaux, mais souvent, le temps de développement, si on est dans un temps d'acquisition de parole, c'est ça qui est investi au niveau de la libido par l'enfant, et c'est souvent ça qui va garder une trace du trauma. Donc, en fonction de où le développement de l'enfant en est, ça va bloquer sur un stade psychocorporel en train de s'acquérir. Ça peut régresser au stade précédent, par exemple. Absolument. Mais voilà, ça a quelque chose de spécifique, c'est que, alors si on est dans la théorie du développement, parce qu'encore ça aussi, ça se discute, mais en tout cas, ça vient rencontrer ce qui est hyper investi au niveau libidinal au moment de la rencontre avec le choc, et du coup, ce qui est en train de se développer. Absolument. Alors, comme je suis face à deux lacaniennes, une rupture de la chaîne signifiante. Et c'est ça qui fait répétition. Donc, on ne se développe plus, on régresse. Voilà. C'est On des fait un point de lacaniennes couture, hein, tu sais, primitives. Gérard. C'est comme le ravaudage de la chaussette, hein, c'est-à-dire ça fait un petit point de fixation. Il y a un point de couture qui se fait pour que ça tienne, pour que ça puisse repartir. Eh bien oui, pour que ça puisse repartir, il faut faire une grève de parole ou une grève de quelque chose. Voilà. Et c'est là que sert la thérapie. Diapositive suivante. Alors, en réalité, les maltraitances répétées, ça ne donne pas un trouble de stress post-traumatique. En tout cas, oui, il y a évidemment de la répétition, du syndrome de répétition, il y a aussi des évitements, mais surtout, ça va perturber la structuration narcissique et identitaire de l'enfant. Et c'est ça, la grande nouveauté, c'est que l'on a enfin découvert le trouble de développement traumatique. C'est un trouble de déficit de la régulation des émotions. Ça engendre un manque de sens dans la continuité de soi, une incapacité à réguler les émotions, un manque complet de confiance en soi. C'est un trouble extrêmement fréquent. On l'a longtemps, ça devient des troubles borderline, mais maintenant, il y a beaucoup de thérapeutes qui pensent, moi je fais partie de ces thérapeutes, que le trouble borderline, c'est un trauma complexe, dans l'immense majorité des cas. C'est un trauma complexe. Vous verrez, tiens, passe-moi la diapositive suivante, j'espère que je l'ai mis là ou plus tard, je ne sais pas. Voilà. Donc, on peut continuer. Mais le trouble de stress post-traumatique complexe, le trauma complexe, donne des complications psychiatriques énormes. Des enfants qui se droguent, des enfants qui ont des troubles alimentaires, des enfants qui ont des troubles dissociatifs, des troubles affectifs, des troubles somatiques. Rappelez-vous tout à l'heure la SEO Study, vous savez, 4 événements traumatiques, ça donne beaucoup de choses. Voilà. Et évidemment, ce qui est très embêtant pour les psychiatres et pour les médecins, c'est que tous ces troubles-là, ce sont des troubles qu'on appelle la pathologie d'écran. On va s'intéresser à la toxicomanie sans s'intéresser à la maltraitance qu'on a subie, les troubles des comportements alimentaires, l'anorexie, etc. On va pas, ou les enfants qui se suicident, les jeunes qui se suicident, on ne va pas chercher tellement la maltraitance ou l'inceste qu'il y a derrière, etc., etc. Ce sont des troubles écrans. Et surtout, les troubles somatiques sont des troubles écrans. Les médecins vont soigner les troubles digestifs, les troubles gynécologiques, tout ce que vous voudrez, etc., etc. Et ils ne vont pas chercher la maltraitance derrière. Donc, évidemment, si on ne va pas chercher la cause, on ne peut pas améliorer les choses, qui ne peuvent que s'enquister, se chroniciser. Donc, c'est ce qu'on appelle des symptômes écrans. D'ailleurs, je fais une incursion dans le monde des adultes, mais vous devriez, vous qui êtes tous psychiatres, à chaque fois que vous recevez un patient, lui poser systématiquement la question, d'une façon ou d'une autre, avez-vous subi dans votre vie des maltraitances physiques, psychologiques, sexuelles, etc. Et vous aurez la grande surprise, en tout cas en France, on a 30% de réponses positives. Et quand on obtient
une réponse positive, souvent les symptômes disparaissent et on peut parler de ce qui s'est passé plutôt que de s'acharner à faire des radios, des scanners, donner des traitements contre ci et contre ça. Vous savez, en France, il y a quelques années, j'étais jeune externe, j'ai 71 ans, vous voyez, j'avais 25-26 ans. Il y a un médecin qui a inventé la médecine d'adolescents, qui avait un service à l'hôpital Bicêtre, un service pour les adolescents, où il recevait beaucoup de troubles des comportements alimentaires, des anorexies, et beaucoup d'adolescents suicidants. Et je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a posé des questions, et c'est lui qui, en France, a montré que la plupart de ces enfants avaient été victimes de graves violences, notamment l'inceste. Et avant, on ne s'intéressait pas à ça. Et je connais encore des services où on soigne les anorexies mentales, tout ça, vous savez, comme c'est décrit, sans se pencher sur les maltraitances. Pose la question. Oui, elle pose la question, à quel moment? D'accord, c'est assez simple, chacun a sa méthode. Moi, Voilà. personnellement, quand je reçois un patient comme vous, je demande qu'est-ce qui vous amène. Après, je demande la biographie de la personne, évidemment. Tout à fait. Et ensuite, je demande les antécédents. Ouais. Alors, je dis, avez-vous déjà eu des maladies graves? Avez-vous été opéré? Les antécédents gynéco? Est-ce que vous fumez? Etc. Aux vieilles dames, je leur demande, est-ce que vous consommez des drogues, madame? Et la vieille dame dit, mais enfin, docteur, à mon âge. Je dis, je sais bien, madame. Je sais bien, madame. Et je pose toutes les questions. Et 2-3 questions après, je dis, avez-vous dans votre vie subi des violences physiques, sexuelles, psychologiques? Et là, dans 30% des cas, j'ai une réponse positive. Donc, vous voyez, c'est une stratégie. Il faut que la personne se rende compte que c'est une question tout à fait banale et que ce n'est pas une question qu'on lui pose à elle pour je ne sais pas quel mystère, mais c'est une question qui fait partie de l'examen psychiatrique normal. Right. Ça, c'est pour les adultes. Pour les enfants, on ne peut pas faire comme ça, mais j'y reviendrai. OK. On attend. C'est bon? C'est bon. La diapo suivante. Voilà. Alors, la fonction des parents selon le référentiel psychanalytico-lacanien, je laisse les lacaniennes. OK. Donc, on va écouter Mademoiselle Chavez. Cette diapo, c'est moi qui l'a faite. Oui. Mais bien entendu, Christine, elle va compléter parce qu'elle est experte en la matière. Alors, par rapport à la fonction parentale, tout à l'heure, Gérard, il a dit qu'en France, il y a eu beaucoup de mouvements contre, notamment la famille pour tous, hein, c'était contre le mariage homosexuel et contre l'idée d'adopter un enfant. Et qu'il y avait une idée précédente, en fait, une idée de base, c'était laquelle, tout simplement qu'un enfant ne peut pas se construire avec 2 femmes ou avec 2 hommes. C'est antinaturel et l'enfant, voilà, pour se construire et se structurer, il a besoin d'un père et d'une mère. Sauf que on oublie que ce qui est important, c'est la fonction et non pas le genre. On peut discuter par rapport à, voilà, est-ce que c'est bien, c'est pas mal, etc. Mais là, on est dans une question plutôt de type moral et non pas du type psychologique. Parce que psychologiquement, d'après moi, la réponse est déjà bien claire. Du moment où on dit qu'un enfant peut se structurer et peut bien se développer grâce à la fonction, peu importe qui fait cette fonction-là, ça peut être la tata et la maman, la nounou et la grand-mère. Il n'y a aucun souci. Ou 2 hommes, il n'y a aucun problème. La fonction parentale, c'est la capacité qui a un des parents ou les 2 parents à exercer son rôle. Et donc, de manière un petit peu schématique, et de manière globale, la mère a une fonction et
le parent, le père, a aussi une fonction très limitée. Donc, la mère, c'est quoi? Winnicott nous explique que dans un premier temps, il y a une sorte de fusion entre la mère et l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, quand il arrive au monde, contrairement à tous les autres mammifères, il est 100% dépendant d'un adulte. Donc, c'est la mère qui va exercer le rôle de contenant, c'est elle qui va contenir toutes les émotions, les pulsions aussi de l'enfant à ce moment-là. C'est elle qui apporte les soins les plus basiques, alimentaires, c'est elle qui lui parle. C'est le premier lien, le plus fort, c'est avec la mère. Évidemment, il y a un rôle qui est très important, c'est celui du père. Pourquoi? C'est celui qui sécurise, c'est celui qui protège. Alors, je vous dis, c'est de manière schématique, mais globalement, ça se passe comme ça. Et le père, c'est ce qui permet que le petit enfant puisse se développer de manière autonome, qu'il puisse développer une altérité, c'est-à-dire qu'il puisse défusionner du lien avec sa mère. Quand il y a violence conjugale, j'entends souvent dire mais c'est une mère qui est très fusionnelle à son enfant, ou bien l'enfant est collé à la mère, mais il est évident. Et ce n'est pas de l'ordre de bien vouloir de la mère ou de la manipulation. S'il y a fusion, c'est parce que le père n'a pas exercé son rôle justement de faire coupure, de pouvoir amener son enfant vers l'extérieur. Et donc, quand il manque ce rôle-là, cette limite exercée par le père, parce qu'il y a violence conjugale, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une fusion. Et cette fusion va continuer comme ça parce que tout simplement, l'enfant, quand il est terrifié de perdre sa mère parce qu'il peut mourir sur le coup du père, bien évidemment, l'enfant va fusionner, va être collé en permanence avec la mère. Donc, voilà le rôle du père et de la mère. Si Christine peut ajouter quelque chose, c'est le moment. Oui, je vais faire un pont. Alors, moi, j'insiste beaucoup sur la fonction. C'est-à-dire que ce n'est pas un titre. Ce n'est pas parce que vous avez mis avec votre pénis un spermatozoïde dans le vagin d'une femme que vous êtes père. On est père quand on est en fonction. C'est un peu comme pour le psychanalyste. Ah oui. Voilà. Et ça m'est arrivé très souvent quand je me souviens d'une petite abusée bébé par le papa chirurgien qui voulait pardonner à son père. Abusée ou violée? Violée, complètement. Violée à 2 ans. Enfin, la sœur aussi. Et donc, elle raconte, voilà. Et je lui dis, mais cet homme n'est pas votre père. Tu as raison. Il n'y a pas de pardon de père. Ce père, cet homme n'est pas votre père. Donc, dans la parole du psychanalyste, faire chuter ça, c'est-à-dire la fonction paternelle n'étant pas exercée, cet homme n'est pas en fonction de père. Donc, c'est extrêmement important. Et petite anecdote burkinabé, les burkinabés connaissent bien cette question de la fonction. Souvenez-vous des écrits de Françoise Héritier chez les Samo, dans l'ancien temps, à l'époque où il y avait la tradition. Le premier enfant d'une jeune fille Samo était fait dans le groupe, puis elle était mariée et le mari était le père de cet enfant. On invoquait le père biologique, voilà combien c'était bien complexe chez les Samo, quand il y avait conflit, au travers le grand-père biologique de l'enfant. D'accord? Mais l'enfant était le fils du mari, bien que le mariage ait lieu après la première conception. Deuxième chose, chez les Mossi également, il y a très très longtemps, une vieille femme veuve pouvait épouser une jeune fille, ils avaient des enfants et l'une appelait l'autre mon mari. Donc, les Burkinabés connaissent bien la notion de fonction. Et chez les Yoruba aussi. Voilà. Donc, voilà, il faut bien… Pour moi, une mère qui ne fait pas la mère, un père qui ne fait pas le père, il faut arrêter de dire ton père ou ta mère. Non, on dégage. Au Burkina Faso, au village, la cour est contenante. La cour a une fonction symbolique. Les mères, les co-mères, ont fonction maternelle. N'importe quel adulte peut faire la loi. Je vous rappelle aussi que masculin-féminin, c'est des affaires symboliques et qu'il y a des femmes, je pense aux vieilles veuves autoritaires qui ont un don, par exemple. Elles sont côté homme et puis il y a des hommes extrêmement doux qui, dans leur personnalité, sont plutôt côté femme.
Donc voilà, il faut toujours réfléchir à la complexité symbolique de ces affaires-là. Des hommes peuvent préférer être en fonction maternelle, des femmes ont plutôt une inclinaison vers le fait d'être phallique, d'être porteur du phallus et de la loi. Vous voyez, ça va à l'encontre de la théorie familialiste, hein, comme quoi, du moment où on est géniteur, on a tous les droits parce qu'on est des parents. Ben non, comme le dit Christine, c'est pas un titre, c'est une fonction. Le chien, il est d'accord. Non, c'est le passage infirmier pour un membre de la famille. Donc, je vais m'éloigner. Ok. J'ai des enfants en consultation qui ont été victimes de maltraitance eux-mêmes et aussi de violences conjugales. Quand on parle de leur père biologique, ils me disent souvent, en s'adressant à lui, ils disent l'autre. Et ça, je reprends toujours, hein, tu l'appelles l'autre, ben oui, c'est l'autre. Oui, et pas un enfant, c'est souvent, ça m'arrive souvent d'entendre des enfants qui disent qu'ils n'ont pas, ils veulent pas dire père, ils veulent pas dire papa, c'est l'autre. Et plus tard, en fait, j'ai aussi une patiente adulte, elle a vécu des violences aussi intrafamiliales. Elle porte, comme tout le monde, hein, le nom du père. Et elle veut changer de nom. Plus tard, elle a changé Ouais. dans nos familles. C'est ce que j'allais dire. Allez, diapositive suivante. Alors, c'est une mère qui a été victime de violences conjugales. La première fois qu'elle est venue me voir, elle était très claire par rapport à ce qu'elle voulait. Elle m'a demandé de comment je pouvais l'aider pour supporter ce qu'elle vivait. Parce qu'elle n'allait pas quitter son mari. Dans sa famille, on ne divorce pas. C'est une famille de portugaises, d'origine portugaise. Et c'était comme ça. Elle avait connu le mariage de ses parents aussi, un complet échec où il y a eu violence conjugale. Il paraît que c'était la même chose chez la grand-mère. Vous voyez, donc c'est le point de transgénérationnel. Elle aussi, et elle était complètement démonie, très fatiguée, très déprimée aussi. Une femme qui était déjà, c'était la fatalité en fait, hein, c'était la destinée. Et elle acceptait ça. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Je l'expliquais que mon but, c'était pas de l'aider à supporter l'insupportable, mais que j'étais là pour l'écouter. Elle n'est plus venue, je ne l'ai plus revue et 2 ans plus tard, elle est revenue en me disant, écoutez, je crois que j'aurais dû venir plus tôt et continuer avec vous parce qu'il s'est passé quelque chose de très grave, mais cette fois-ci, c'était avec ma fille. Sa fille âgée de 10 ans. Donc, elle m'a dit qu'elle regardait la télé et il était très tard le soir et que c'était bizarre d'entendre autant de calme autour d'elle parce qu'en général, le père crie, il la sollicite tout le temps. Dès qu'elle se pose, son mari la sollicitait beaucoup. Mais que cette fois-ci, aucun souci. Elle a regardé la télé à un moment donné, il y a sa fille qui rentre dans le salon et qui lui dit « Maman, j'ai mal là ». Et l'enfant lui signale son sexe. Il lui dit « Mais comment ça? Pourquoi tu as mal là ?» Il dit « Je ne sais pas, je dormais avec mon père et je crois qu'il m'a touchée. » Et sa mère lui dit « Bon, écoute, ne t'inquiète pas, on va te coucher. » Et là, elle est allée la coucher dans sa chambre. Je lui ai dit « Et vous n'avez pas… » Ah non, attendez, elle m'a dit « J'ai lavé ma fille. Je l'ai lavée, je l'ai mis de l'eau, je l'ai soulagée, je l'ai couchée. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. » Et puis, je lui ai dit « Mais vous n'avez pas parlé avec elle? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même très grave. » Elle m'a dit « Bah non, justement, c'est tellement grave, je voulais qu'elle dorme. Comme ça, elle a oublié parce que le lendemain, elle ne m'a plus du tout parlé. » C'est extrêmement grave. Là, on est face à une situation où il fallait bien évidemment signaler, chose que j'ai faite. Mais on le verra, il y a le transgénérationnel, la maltraitance que quelqu'un peut porter comme un fardeau joue beaucoup dans la fonction parentale. Donc là, c'est une femme qui était, pour moi, dans son incapacité totale à exercer son rôle, et ben son père et le père aussi, dans son impossibilité. Lui, c'est impossible d'exercer le rôle parental. Oui.
Et quand vous écoutez, par exemple, le professeur Ruffo, que vous connaissez sûrement, dire à la télévision que les enfants, les femmes qui ont été violées dans l'enfance vont très bien à l'âge adulte sur tous les plans, c'est un petit peu inquiétant. Ouais. Quand on est un pédopsychiatre vedette. Remarquez, quand il a sorti ça, il y a eu une telle levée de bouclier parce qu'en France, il y a 4 millions de victimes de l'inceste. Retenez bien ce chiffre. 7% de la population française est victime de l'inceste, c'est monstrueux. Je pense que c'est la même chose au Burkina, comme partout. Hein, bon. Eh bien, quand vous entendez un professeur de pédopsychiatrie dire que tout ceci n'est pas grave parce qu'à l'âge adulte, elles vont bien, eh bien, ça montre la force du déni. Une chose juste pour finir par rapport aux parents. Souvent, je suis en lien avec des éducateurs qui doivent faire des rapports pour les juges, évidemment mon point de vue. Et souvent, ce que je dis, mais écoutez, c'est assez simple. C'est simple pour moi, c'est clair, la maltraitance est interdite. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas que l'enfant soit séparé de leur père, hein, parce qu'il y a cette idéologie. Je dis, écoutez, c'est simple. Il y a deux choses que vous devrez faire la différence chez les parents entre un parent incapable et un parent incompétent. Quand il s'agit d'un parent incompétent, on peut mettre en place un AMO. En France, on peut aider des parents dans ses compétences, en l'étayant, met en place une aide éducative au milieu ouvert et ça se passe plutôt bien dans la durée. Mais quand on est face à un parent qui est incapable, c'est-à-dire c'est de la capacité de quelqu'un qui porte un fardeau transgénérationnel tellement lourd et qui est dans un déni, parce que c'est aussi super important de voir qu'un parent qui est dans le déni, on ne pourra pas travailler. Là, il faut vraiment exercer une coupure, parce que si on ne le fait pas, ben on est complice de la maltraitance. Donc, deux choses, deux notions qui sont importantes et assez faciles à retenir, l'incapacité et la compétence. Eh bien, ça tombe bien, Mademoiselle Chavez, parce qu'on va aborder l'expertise des enfants. Alors, il y a une question. Il y a une question. Ah, bah bien sûr, bien sûr. Oui. Elle a écrit une question. Est-ce qu'ils oublient? Il y a eu une question écrite autour de l'oubli. Voilà. Est-ce que les enfants, ils s'oublient? C'est ça? Ouais. Les enfants, ils n'oublient pas. Il ne s'agit pas d'un oubli. Il s'agit parfois d'une mise ailleurs, hein, c'est-à-dire ça peut être un refoulement, mais il n'y a pas d'oubli. Il peut y avoir aussi le fait que quand on ne parle pas, ben, l'enfant ne va pas parler de lui-même. Il le dit une fois, il ne le dira pas deux fois. Surtout si la réponse de la personne qui accueille la parole de l'enfant est dans le déni, qu'est-ce qu'on va faire? On va la bouche de l'enfant. Donc, tout dépend de la réponse que les gens qui sont autour de l'enfant vont lui donner. Alors, après, il y a eu… il a honte. Il a honte, mais il a souvent très peur. Hein. Ben oui, la honte, la peur, oui. Hein, c'est un très jeune enfant, c'est pas tout à fait la honte qui le traverse. C'est la peur, parce qu'il y a des menaces. Et puis après, évidemment, il est dans son développement, il comprend qu'il y a eu une atteinte dans son intimité, il se sent sali et il a honte. Mais il a peur souvent aussi des conséquences. L'agresseur lui dit, je vais aller en prison. Et rappelez-vous, pour un enfant, quand la violence elle est au niveau intrafamilial, il y a beaucoup d'ambivalence. C'est-à-dire, il y a souvent beaucoup de colère, mais aussi l'enfant aime encore un de ses parents. Et puis, il y a l'espoir aussi qui va changer, qui va reconnaître, des choses comme ça. C'est très compliqué. Et alors, en France actuellement, on a un grave problème avec les amnésies dissociatives. Alors, vous savez, en France, maintenant, on entend des psychiatres, pas nombreux, quelques-uns qui disent que 30% des enfants qui ont subi des violences dans l'enfance l'ont complètement oublié. Ils parlent d'amnésie traumatique. Ce n'est pas le mot scientifique. Le mot scientifique, c'est amnésie dissociative.
Alors, écoutez bien. 4 millions de victimes de l'inceste déclarées dans des enquêtes de victimisation ne représentent évidemment, selon cette théorie, que 70% des victimes d'inceste. Donc, autrement dit, en France, ce n'est pas 7 millions, mais c'est 10 millions. Ça me paraît beaucoup. En plus, je voudrais qu'on m'explique comment on peut évaluer la fréquence de faits complètement oubliés. J'entends, mais ça ne marche pas. Bien, c'est sur Wangu que ça marche. Et puis, vous savez, c'est tellement à la mode, cette histoire d'amnésie traumatique, ce néologisme, qu'on a eu des émissions de télévision. Alors, on a une présentatrice vedette qui s'appelle Flavie Flament, qui a été victime de, vous savez, du photographe, là, je ne sais plus comment il s'appelait, Hamilton, qui a fait des scanners pour montrer que son hippocampe, hippocampe, ça. Alors nous, à l'Institut, maintenant, il y a plein de gens qui ont des problèmes X, Y, Z et qui viennent vous dire, dites-moi, docteur, peut-être que j'ai été victime d'inceste ou de violence sexuelle quand j'étais petit. On n'en sait rien. Faites-moi un scanner que je puisse le prouver. Évidemment, ça te fait rire, mais c'est terrible. Parce que si un psychiatre, un psychologue ou quelqu'un, un policier dit « mais oui, c'est probable » ou pire, « oui », eh bien, vous créez un faux souvenir. Et rappelez-vous qu'en Amérique, dans les années 80, il y a eu une épidémie de faux souvenirs greffés par des psychologues, des psychiatres, des médecins qui pensaient que tout était dû à des violences sexuelles subies dans l'enfance. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut être très prudent. Et donc, ça m'amène à la question, si vous soupçonnez de la maltraitance, de l'inceste chez un enfant et que vous voulez poser des questions, vous ne pouvez pas poser la question comme à un adulte. Vous ne pouvez pas dire « est-ce que ton papa il te fait ci? Est-ce que tu as subi ça? Est-ce que ton tonton il t'a fait ci ?» Vous ne pouvez pas, car c'est une question suggestive. Il ne faut jamais poser une question suggestive, c'est-à-dire dont la question peut être oui ou non. Il faut des questions ouvertes. Alors bon, on va terminer là-dessus, mais je vous explique quand même. Si vous voulez poser des questions à un enfant, il faut des questions ouvertes. Vous pouvez lui dire, il faut toujours commencer par du positif. Alors il faut lui dire, raconte-moi quand ça se passe bien à la maison. Alors, il va vous dire, bah, ça se passe bien à la maison, quand je ne sais pas quoi, ceci, cela, nani, nana. Bien. Après, raconte-moi quand ça se passe bien à la maison. Et là, vous pouvez obtenir un dévoilement. Pas forcément, un dévoilement. Vous avez commencé par quand ça se passe bien à la maison, raconte-moi quand ça se passe pas mal. On peut vous dire, eh ben, quand mon grand frère il monte dans ma chambre et qu'il met sa main dans la couille, je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas vous qui avez suggéré la réponse. Vous pouvez dire aussi, est-ce qu'il y a des gens chez qui tu aimes bien aller? Ah, j'aime bien aller chez mon tonton parce que je ne sais pas quoi, moi, il a la télé, là. Est-ce qu'il y a des gens chez qui tu n'aimes pas aller? Vous pouvez obtenir un dévoilement, pas obligatoirement. Mais on peut vous dire, j'aime pas aller chez papy parce qu'il m'amène dans le jardin et qu'il me fait ci, qu'il me fait ça. Vous pouvez même aller jusqu'à raconte-moi un bon câlin. Ben, un bon câlin, c'est quand papa il me prend sur les genoux, qu'il me raconte une histoire, je sais pas quoi. Et après, vous lui dites, raconte-moi un mauvais câlin. Ben, il peut vous dire, c'est quand papa il s'est pas rasé parce que la barbe, ça pique. Et il peut vous dire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut poser les questions aux enfants quand on a un doute. Mais il ne faut pas poser une question suggestive. Retenez ça. Toujours une question positive. Raconte-moi quelque chose de bien. Raconte-moi le contraire. Et vous pouvez obtenir des suggestions. Si vous avez une réponse, je ne sais pas si je peux dire ça au Burkina parce que c'est très compliqué, mais en tout cas en Europe, en France, si vous obtenez une réponse, vous n'interrogez pas plus. Vous faites un signalement à la police parce que plus vous allez interroger l'enfant, plus vous risquez de contaminer son discours. Et évidemment, moi j'ai fait des expertises quand je travaillais en médecine légale, en psychiatrie légale.
il y avait eu des interrogatoires du tonton, de la maman, du papa, de l'institutrice, du médecin, de nani, de nana, et à la fin, on ne sait plus, on ne sait plus. Donc, obtenir une révélation et après confier ça à un spécialiste. Et les spécialistes, ça devrait être vous, les psys là, au Burkina Faso. Donc, il faudrait vous former. Réponse, diapo suivante. Voilà, alors donc, nous avons créé l'année dernière à Paris 5 un diplôme qui s'appelle Expertise légale en pédopsychiatrie et psychologie de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il faut bien connaître le développement de l'enfant, du nouveau-né à 36 mois, de l'enfant de 3 à 6 ans, de 7 à 10 ans, etc., etc. Il faut avoir une vraie compétence en développement de l'enfant pour faire ce genre d'expertise, qui sont très difficiles. Par exemple, vous voyez, vous avez sûrement pas ça au Burkina, et tant mieux, mais évidemment, ça viendra. Mais dans les divorces compliqués en France, et quand il y a une allégation de violence sexuelle, par exemple de la mère vis-à-vis du père, il y a des manipulations d'un côté et de l'autre, et c'est extrêmement compliqué, et des idéologies infiltrent les expertises, etc., etc. Eh bien, à Genève ou à Lausanne, en Suisse, ils ont créé un diplôme de psychiatrie forensique. Quand vous êtes psychiatre, vous avez encore 2 ans de spécialisation en psychiatrie légale. Et les expertises qui font compliquées, ça se passe à l'hôpital et ils prennent en moyenne 70 heures pour essayer d'approcher la vérité. 70 heures, ce n'est pas ce qu'on fait en France, où en 3 heures, un psychiatre qui a une boule de cristal ou qui a parlé à un féticheur réussit à savoir ce qui se passe. Ce n'est pas possible. C'est ce que je vous racontais de la petite de 4 ans, où je l'ai expertisée pendant 6 mois. Donc, vous voyez, Christine, elle a mis 6 mois pour essayer. Je ne vois plus Christine. Non, mais Christine, elle est exceptionnelle. Je ne la vois plus. Sauf à Susanna que Madame Théodore, elle a des expertises pas rendues depuis 2017. Ah bon? Eh ben Voilà. Oui, c'est parce que c'est difficile. Ben oui, ben oui. Et oui, c'est très difficile. Ouais. Alors, on va terminer là-dessus. Oui. Mais il y a un protocole d'interrogatoire des enfants qui est mis au point au Canada, en Angleterre et en Israël, qui s'appelle le protocole du NIST. Diapo suivante. Voilà, le protocole du NIST. Ça veut dire National Institute for Children, la santé et le développement. C'est un protocole extrêmement précis qui s'apprend. Nous, en France, on a la chance qu'une Canadienne qui est vraiment une amie est venue en France dans mon DU qui s'appelle psychotraumatologie ou dans victimologie, je ne sais plus. On a fait un colloque à l'UNESCO et c'est formidable. Le ministère de l'Intérieur, les brigades des mineurs l'ont adopté. Mais on n'est pas encore bien au point, il va falloir du temps. Donc, je vous conseille soit d'inviter un jour Mireille Cyr, C-Y-R, ou alors qu'elle vous fasse un cours comme moi, webinaire. Si ça vous intéresse, je vous donnerai son email. Et elle vous expliquera comment le protocole du NIST qui donne vraiment de très très bons résultats. Je ne peux pas vous en parler, j'ai quelques diapositives là-dessus, mais il me faudrait beaucoup de temps. Je vous propose plutôt d'inviter Mireille Cyr à faire une conférence sur le NIST. Maintenant, si vous vouliez apprendre, il faudrait l'inviter. Vous ne prendrez pas très cher, mais quand même, il faut payer les billets d'avion, etc. Et puis après, avec le Covid, il vaut mieux que ce soit à distance. Pardon? Avec le Covid, je pense qu'il vaut mieux que ce soit à distance. Oui, à distance. Et alors là, moi, je la connais bien. Je sais qu'elle le ferait avec le plus grand plaisir. D'ailleurs, quand le professeur Aruna, il n'est pas là? Non, il n'est pas. Il a un mariage aujourd'hui. Ah, il a un mariage.
Voilà, donc il n'est pas là. Le début des ennuis. Pour ceux qui se marient, ouais. Quand il est allé au Canada, je l'avais moi, je l'avais aidé pour qu'il rencontre les criminologues, psychologues là-bas, etc. Donc, Mireille Cyr, c'est vraiment en pédopsychiatrie, la personne, lui, il n'est pas pédopsychiatre, Aruna, mais vraiment la personne que je vous conseille d'inviter.